Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG de Lagardère Active, la branche média du groupe Lagardère. La semaine dernière, vous avez annoncé ce qui a été une révolution dans le monde de la presse, la cession de la moitié de vos magazines et la suppression de 350 postes. Ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu la grève des journalistes, on y reviendra. Alors, Hachette Philippe Aki a été un des groupes de presse les plus importants au monde. Lagardère a vendu la partie internationale. On a l'impression que votre boulot, c'est un peu de fermer la branche presse. Non, mais ça correspond à une situation qui est non pas simplement une situation de Lagardère Active, ni même de la presse magazine, ni même de la presse quotidienne ou de la presse quotidienne régionale en France. C'est une situation qui touche toute la presse et tous ses formats dans tous les pays développés et qui est un changement de paradigme. Peut-être ne l'a-t-on pas dit. Si, les difficultés de la presse, on en a beaucoup parlé. Oui, mais il faut passer mentalement de il y a des difficultés et une crise à on change de système et d'univers. Parce que l'irruption, grâce à la révolution numérique, qui offre toute une série d'horizons nouveaux, on en parlera peut-être, mais cette irruption a aussi pour effet de déverser un déluge de contenu fabriqué pour un coût quasiment nul et diffusé pour un coût nul, et on n'arrive plus, sur des sujets de divertissement ou d'information, et le tout gratuitement et accessible pour les consommateurs instantanément sur leur téléphone, leur tablette, etc. Donc, effet immédiat pour toute la presse, partout dans le monde, baisse de la diffusion, plus ou moins accélérée. Et baisse des recettes publicitaires. Et donc, cette presse est dans une impasse. Et il faut qu'elle réagisse vigoureusement. Est-ce que vous partagez l'opinion d'Arnaud Lagardère, qui l'avait dit, qui l'a redit, qui l'a tué un petit peu ces derniers temps? Pour lui, la presse, c'est fini. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça. Ce n'est pas la presse qui est finie, parce que les contenus de qualité que nous fabriquons, les contenus de qualité de Elle, de Match, etc., continuent de générer du désir et de l'appétit. Simplement, le support se dématérialise. Et donc la question qui est essentielle pour la presse, elle est de deux natures. C'est de concentrer des moyens, de rénover de manière permanente les contenus éditoriaux pour créer du désir sur les magazines papier, et d'autre part d'investir massivement pour transformer tous les moyens sur le numérique. D'où la décision qu'on a prise. On a effectivement 20 titres dans notre portefeuille, dont 10 titres, ceux qu'on a vendus, ne représentent que 10% du chiffre d'affaires. Ce sont des très beaux titres, mais ce sont des petits titres. Mais vous êtes concentré sur les 80%. Voilà, au lieu de saupoudrer nos moyens, parce qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts, on a pris qui est une décision difficile. Mais alors, quelles sont les garanties de pérennité pour les titres qui restent? Paris Match, Elle, le JDD, parce que les salariés s'inquiètent. Vous avez vendu la partie internationale, vous avez vendu une dizaine de titres. Ils se disent, là pour l'instant, on reste, et vous avez dit qu'il restait. À terme, on a pris des décisions, des garanties. Est-ce que vous savez si votre journal a des garanties de pérennité? Personne ne le sait. On est dans un tel tsunami pour les business models de la presse que personne ne sait. Mais en revanche, on sait ce qu'on doit faire ou peut faire pour garantir la transformation de ces titres dans l'univers nouveau. Et c'est ce qu'on fait. On se concentre, premier point. Deuxième point, on poursuit des économies. Troisième point, on change l'organisation pour rapprocher notamment la régie des éditeurs, parce que la publicité est critique. Et puis, dernier élément, on investit massivement, en tout cas à l'échelle de ces titres, dans la transformation digitale, le développement... Ça veut dire que vous n'investissez plus dans la partie papier? Si, de fait. On investit dans la partie papier tous les jours. Quand on augmente le coût de l'abonnement pour nous, quand on accepte, quand on assume de limiter la hausse des prix des titres alors que rationnellement on devrait le faire, c'est des investissements. Quand on maintient des rédactions étoffées alors que, là encore, une pure stratégie de coût devrait nous incliner à la réduire, on investit dans les titres. Et l'investissement dans les titres, en tout cas sur la partie papier, c'est surtout un investissement intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accuse la différence des titres. Il faut que nous, on a des hebdomadaires pour l'essentiel. Il faut que chaque semaine, on crée un horizon d'attente, que les gens nous attendent. L'événement. Alors vous dites investir, mais enfin, il y a quand même un plan social à la clé, puisqu'il y a un processus de vente, donc 10 titres. Il y a à peu près 240 journalistes qui, j'allais dire, sortiront du périmètre avec les titres, mais il y a aussi 110 personnes, dont une majorité de journalistes, dont les emplois seront supprimés
avec une réorganisation. Ça, c'est pas de l'investissement, ça. Non, c'est ce que je vous disais. On doit. Alors oui, il y a effectivement les 10 titres qui s'en vont concernent 240 emplois. 240 emplois. 240 emplois, oui. Donc c'est à peu près 24 salariés par titre. Cela, on espère qu'on fera tout pour que leurs emplois soient préservés, parce qu'ils seront repris par le nouvel acquéreur. Et puis nous devons, dans le périmètre qui demeure, où il y a 1200 salariés pour la presse, dans le périmètre qui demeure, on doit poursuivre des efforts de réduction des coûts. Donc on a programmé 110 réductions d'effectifs, ce qui est énorme. Ce qui est une dizaine de pourcents. C'est énorme, oui, c'est une dizaine de pourcents. C'est beaucoup, et c'est pas beaucoup si je regarde ce que font les titres qui sont soumis à de semblables évolutions partout en France et dans le monde. Mais on le fait. Et on le fait, c'est ce qu'on a proposé aux partenaires sociaux qui l'ont finalement accepté. Oui. On leur a ouvert la possibilité de négocier les conditions de ces départs. Il y a eu grève, la parution de vos hebdomadaires a failli être compromise, finalement elle ne l'a pas été. Qu'est-ce que vous avez donné aux salariés ? D'abord, c'est normal qu'une fois encore, cette décision est douloureuse pour les salariés, elle est difficile pour nous aussi, parce que céder ces titres que nous avons parfois créés, achetés, ou en tout cas dont nous disposons depuis longtemps, qui sont des beaux titres, et les équipes avec lesquelles nous travaillons et qui ont du talent, ce n'est pas une décision facile. On a dit, le périmètre, le fait de céder ces titres, ça, c'est pas discutable. Vous revenez pas là-dessus ? Non. Le niveau des économies que nous devons faire n'est pas discutable non plus, il est vital. Qu'est-ce qui est discutable ? En revanche, ce qui est discutable, c'est le montant du chèque, c'est ça ? Non, c'est pas le montant du chèque, parce qu'on a un objectif plutôt de préservation de l'emploi ou de reclassement dans l'emploi que de chèque valise. La définition en commun d'un programme de départ volontaire est le point clé de cette discussion. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire si le volontariat ne suffit pas, ce que je ne crois pas, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les conditions de départ, d'accompagnement pour le reclassement. Parce que l'objectif, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin. Alors, pour le processus de vente, vous mettez 10 titres en vente et vous expliquez, alors ce qui a stupéfait tout le monde, que vous ne vendez que le papier et non pas la partie numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que vous dites qu'il y a un tsunami numérique, est-ce que c'est pas totalement absurde de ne vendre que le papier? Et est-ce qu'il va y avoir des acheteurs pour simplement le papier? Pour 9 titres, ou pour 8 titres plus exactement, on vend l'ensemble. La marque, le papier et le numérique. En revanche, pour 2 titres, Première et Pariscope sont les 2 seuls titres pour lesquels nous conservons et la marque. Et c'est les seuls titres, pour l'instant, vous avez une manifestation d'intérêt de Voilà, on les garde. Pourquoi ? Parce qu'on a un ensemble de divertissements numériques avec Télé 7 en numérique, avec la télévision, le cinéma. On voulait conserver et développer cette offre numérique. Donc on va vendre la licence de l'exploitation papier. Tout le monde nous disait ça n'intéressera personne. Et 3 jours après qu'on l'ait annoncé, on a signé l'entrée dans une négociation exclusive avec quelqu'un qui est tout à fait reconnu dans la presse, qui est Alain Krugère, qui a été autrefois le patron de Première. Qui a dirigé Première. Le gros morceau, ça va être Psychologie. Vous avez déjà des manifestations d'intérêt? Psychologie est un très beau titre. Oui. Il a 2 millions et demi. Vous l'avez racheté. Il a 2 millions et demi de lecteurs. Mais pourquoi est-ce qu'on se sépare d'un si beau titre qui a une équipe fantastique et qui a de très beaux résultats? Parce que c'est un objet tellement singulier, tellement à part, que dans l'effet d'échelle d'un groupe comme le nôtre, on le traitait mal. Il est beaucoup mieux, il serait beaucoup mieux traité, il était beaucoup plus efficace, si j'ose dire, quand il était tout seul. Vous allez le revendre à Jean-Louis Servan-Schreiber? Je crois pas. Son fondateur. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a déclenché. Aujourd'hui, on a reçu, depuis qu'on a annoncé la cession de ces titres, on a reçu une vingtaine de manifestations d'intérêt sérieuses. Et sur la vingtaine de manifestations d'intérêt sérieuses, certaines, une petite dizaine, sont pour l'ensemble. Et une autre dizaine, et titre par titre. Et c'est vrai que Psychologie déclenche un gros appétit, c'est évident. L'ensemble ou titre par titre? Ça va dépendre de la discussion qu'on va avoir. Nous privilégierons 2 éléments, évidemment, le prix de cession, mais parallèlement et de manière équilibrée, évidemment, la reprise du maximum d'emplois. Le calendrier, c'est quand? C'est quoi? Nous allons donner les documents. On a choisi une banque conseil qui va nous assister au dos. Les documents seront remis aux acheteurs potentiels autour du 15 novembre et on espère pouvoir entrer dans des discussions quasiment finales avec des acheteurs crédibles d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que 2014, ça sera une autre histoire. Lagardère a de l'argent, la preuve, vous investissez
mais dans l'audiovisuel et dans l'Internet. Vous rachetez Réservoir Prod, vous êtes sur le point de racheter la chaîne Gulli, enfin du moins les 34% qui vous manquent à France Télévisions. Et sur Internet, vous avez investi dans Doctissimo, Billets Réduc, Le Guide, et là vous investissez 11 millions d'euros dans un fonds numérique. Pourquoi mettre l'argent là plutôt que sur la presse ? Mais c'est mettre l'argent sur la presse, parce que je ne crois pas qu'il faille identifier la presse. Alors d'abord, le groupe Lagardère Active, la branche média, comme vous le dites, c'est 2 branches qui sont à peu près de chiffre d'affaires équivalent. Sur le 1 milliard de chiffre d'affaires, il y en a 500 millions sur la presse et 500 millions sur l'audiovisuel. Donc on continue de développer l'audiovisuel, vous l'avez évoqué. Ce sont des activités dans lesquelles nous continuons d'investir et de nous développer. C'est intéressant, Réservoir Prod, ou c'est une coquille vide maintenant ? Écoutez, il y a une discussion en cours avec Réservoir Prod, donc je ne vais pas affaiblir ma position de discussion, mais évidemment, nous, on est le premier producteur audiovisuel en France, une activité brillante dirigée par Takis Candilis, en croissance et brillante. On compte continuer à se développer parce qu'on pense que le marché de la télévision, de la demande de programmes va se développer, parce que les écrans se multiplient, donc on va le faire en France et en Europe, et toute société de production qui a de bons producteurs et de bons formats en son sein nous intéresse, c'est le cas de Réservoir Prod. Donc vous allez continuer à investir dans la production. Pourquoi est-ce que vous rachetez Gulli ? Parce que la stratégie de Lagardère dans la télé est absolument incompréhensible. Vous êtes lancé dans la télé, vous êtes retiré, vous êtes relancé, et là vous êtes retiré, et là vous rachetez la participation de France Télévisions. Non, on a fait une opération brillante, je le dis d'autant plus que ça n'était pas moi. On a fabriqué l'une des belles chaînes de la TNT, une chaîne pour enfants, Gulli. On l'a fait en participation, enfin avec à nos côtés France Télévisions, qui avait 30% du capital mais la moitié des droits de vote, qui co-contrôlait cette chaîne, et France Télévisions souhaitait sortir, on était ou nous racheter ou sortir, on l'a plutôt proposé de sortir, parce qu'on veut la développer, on veut développer Gulli. Gulli, c'est une chaîne de télévision qui a un potentiel de développement international, qui a un potentiel de développement sur le numérique, on a une activité Internet qui est rentable, et donc pour nous c'est un très bel actif qu'on veut développer. Je disais, vous investissez beaucoup dans l'Internet, pourquoi mettre 11 millions dans un fonds numérique ? Parce que tout à l'heure j'ai dit ce qu'étaient les dommages immédiats de la révolution numérique, mais je pourrais dire aussi l'immensité des opportunités qu'elle nous offre, et notamment pour la presse. Si la presse, ça n'est plus seulement du papier, mais des contenus qu'on peut trouver sur le digital. Encore pour ça, faut-il bénéficier très tôt des innovations, des inventions de ce secteur. Ça va vous donner une position pour regarder ce qui se passe, mais bien détecter très tôt une start-up et une idée. On le faisait jusqu'à présent en allant voir des fonds d'investissement pour leur demander de nous montrer quelles étaient les sociétés dans lesquelles ils investissaient au départ, parce que ça vous permet de comprendre très vite quels sont les procédés qui vont transformer votre activité de demain. En étant nous-mêmes actionnaires, on les voit encore mieux, et surtout on a une capacité éventuellement à saisir ces inventions, ces innovations, ces start-up qui ont une influence décisive pour nous très tôt. D'accord, très bien. On a l'impression dans cette discussion que vous préférez les petites start-up à l'Internet à Paris Match ? Pas du tout. Vous vous trompez, j'adore Paris Match. Vous adorez Paris Match. Et mon objectif, c'est de faire que Paris Match ait toute la grandeur qui est la sienne, toute son histoire, toute sa force, la force de sa rédaction, et en même temps, la possibilité de bénéficier dans l'univers numérique des opportunités qu'offrent ces startups. Il faut mélanger les deux mondes. Il faut mélanger les deux mondes. Merci Denis Oliven. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.